Voilà, bonsoir à tous. Voilà. Bien. Elysia, jeune société, très jeune société. Nous avons été créés en avril 2014. Aujourd'hui, 8 personnes et nous sommes situés dans l'Université de Liège. Nous avons le statut de spin-off de l'Université de Liège. À la création, le capital était de 500 000 euros et le 9 novembre, nous avons eu la chance de pouvoir l'augmenter à passer 1,7 million d'euros. Les commandes reçues, pour l'instant, c'est vrai que, comme José l'introduisait, on a beaucoup de chance parce qu'en 16 mois, on a déjà réussi à récolter plus de 1,3 million de commandes grâce à, principalement, un contrat que l'on a eu avec IBA pour des installations. Par exemple, nos 3 premières commandes pour IBA, c'était en Mexique, Canada et en Argentine. On a aussi des contrats de l'Université de Leuven et aussi pour l'Université de Nijmegen en Hollande. Je suis perdu. Voilà. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est dans le domaine des radiopharmaceutiques. Qu'est-ce qu'un radiopharmaceutique? C'est un produit pharmaceutique qui a la spécificité d'être associé à un radioisotope. Qui dit radioisotope dit produit radioactif, évidemment, mais avec une durée de vie très courte. Les radioisotopes sont utilisés à 2 destinations, des destinations de diagnostic et une destination de thérapeutique. Dans ce cas-ci, nous, on va principalement travailler sur les produits à visée diagnostique. J'ai pris ici une illustration pour vous montrer le domaine dans lequel on est, qui est en fait une illustration tirée de chez IBA. Quand IBA vend un laboratoire, enfin un centre complet qu'ils appellent Integralab, ils doivent d'une part fournir un cyclotron. On voit le cyclotron qui est le cercle situé dans une enceinte blindée, puisque c'est là qu'on va produire l'isotope. Dans ce cas-ci, on va produire du fluor à partir d'eau lourde. Ce produit, une fois qu'il est, l'isotope, une fois qu'il est produit, il est envoyé, on le voit un peu moins bien avec le contraste, dans une partie qui s'appelle les cellules chaudes, dans lesquelles on va faire l'association entre l'isotope et le produit qui est biologiquement actif. Si on parle par exemple dans le domaine du cancer, on sait que les cellules cancéreuses sont plus gourmandes en sucre, et donc on va simplement, par exemple, greffer le fluor à du sucre, et ça permet de pouvoir aller directement se figer, plus rapidement, se figer sur les cellules cancéreuses. Et quand on rentre alors dans un scanner, tout le monde a sûrement déjà vu ce scanner dans lequel les patients rentrent, on peut aller voir les zones qui sont les zones cancéreuses. Et nous intervenons là où la flèche pointe, c'est qu'en fait, avant de pouvoir libérer le produit et l'injecter chez le patient, on doit pouvoir faire un contrôle qualité. La société Elysia se base dans le domaine du contrôle qualité, et donc nous vendons tous les équipements qui sont nécessaires je perds le fil de mes idées, qui sont nécessaires au contrôle qualité de ces produits radiopharmaceutiques avant de les injecter aux patients. Voilà. Communication, c'est vrai que on a eu beaucoup de chance. On a eu 2 articles déjà qui sont parus. On a fait, à ma plus grande surprise, la une de l'Écho il y a quelques jours pour justement le rachat de la société et la raison qui me pousse à venir ici. Et on a eu aussi la signature d'un contrat qui a été, la signature a été rehaussée par la présence de Monsieur le Ministre. J'ai l'illusion de croire qu'il était là pour la signature du contrat, mais malheureusement pas. L'opportunité, bien, je suis là en fait aujourd'hui parce qu'il y a au courant du mois de juin 2015, un de nos plus gros fournisseurs, mais aussi concurrents, est rentré dans une période d'insolvabilité, une procédure d'insolvabilité qui correspond à la PRJ en Belgique. C'est une société allemande qui a plus de 30 ans d'expérience et qui est active donc, dans le même domaine que nous et qui, avec son expérience, était devenue une référence dans le domaine du contrôle qualité spécifiquement dédié aux produits radiopharmaceutiques. Ils avaient, de par leur expérience, des distributeurs partout dans le monde, et ils avaient à peu près un chiffre d'affaires en décroissance, c'est tout à fait correct, et 34 personnes en l'occurrence. Chiffre d'affaires quand même de 3,5 millions d'euros sur les dernières années, ce qui représente quand même un intérêt pour nous. Ils sont situés à Karlsruhe, donc c'est juste en dessous, plus ou moins l'horizontale de Strasbourg, 400 km de Liège. Un élément qui a été très important pour nous aussi, c'est que dans notre phase de croissance, on est basé dans le centre de recherche du cyclotron à Liège, de l'université. Les bâtiments sont relativement exigus, l'espace qu'on en a à notre disposition n'est pas illimité. Et avoir la possibilité de pouvoir racheter une société qui a son propre bâtiment, plus de 2000 m² disponible, a été pour nous, ou est pour nous en tout cas, une vraie opportunité pour tout ce qui est de la gestion de la supply chain. Alors, au-delà de ça, pourquoi ? Mais notre stratégie, quand vous créez une société, la première chose que vous devez vous poser, la question, c'est pourquoi ? Et qu'est-ce que vous voulez en faire ? Alors, l'objectif était très clair, on voulait devenir
peut-être de façon un peu utopique au début, mais devenir le numéro 1 dans le domaine du contrôle qualité des produits radiopharmaceutiques. Aujourd'hui, grosso modo, il y a 4 à 5 fournisseurs dans le monde. Avec cette acquisition, de facto, nous sommes devenus le premier fournisseur dans ce domaine-là. L'objectif était d'avoir plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et une présence sur tous les continents à travers soit des distributeurs, soit des filiales. Alors, le risque, vous avez une société qui tombe en faillite, ma foi, on pourrait s'en réjouir parce que c'est un concurrent à nous, ça fait un concurrent de moins. Mais à l'inverse, cette société, fort de son expérience de plus de 30 ans dans le domaine, intéressait aussi d'autres de nos concurrents. Donc on était face à un dilemme qui est de dire soit on rachète cette société-là, soit si on ne le fait pas, d'autres personnes pourraient le faire et donc pourraient prendre plus de place. On pourrait donc de facto perdre des parts de marché, prendre du retard dans notre croissance, mais aussi, comme c'était un fournisseur à nous, perdre la possibilité d'acheter les équipements qui étaient critiques pour nous. Donc, au niveau des risques, c'était quelque chose sur lequel on a dû réagir très vite. Grâce à la flexibilité d'une toute petite société, parce que ma foi, on était 8 à 9 personnes, on a réussi à convaincre nos investisseurs et on a pu, racheter cette société, puisque le 6 octobre, on a créé la société Elysia Germany et on a pu transférer tout le personnel de la société allemande, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 38 personnes. Donc, on parlait d'une croissance rapide, effectivement. En 18 mois, on est passé de une ou deux personnes, enfin les 2 personnes qui étaient le fondateur et moi-même, pas Daniel Bartolemi, pardon, cofondateur et moi-même, à 38 personnes aujourd'hui. Je vois la simulation du chiffre d'affaires qui fait qu'à horizon 2017, on nous passera, c'est une façon d'y atteindre, les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour le fait de racheter une société qui était en difficulté fait qu'en fait, l'avantage, c'est que dès le début, elle a un chiffre d'affaires. Et pour illustrer ça, en 1 mois et demi, cette société allemande, le pendant allemand de Elysia, a déjà facturé pour à peu près 350 000 euros en 1 mois et demi, ce qui veut dire que la mécanique roule et maintenant on doit vraiment se concentrer sur l'intégration de cette société-là. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Nous avons fait effectivement une augmentation de capital, on a permis de lever plus d'1,2 million, ça s'est fait début du mois de novembre. Grâce à la Sofinex, on a pu aussi obtenir un prêt pour investir dans cette société allemande et racheter les assets de cette société. Et en fait, pour remercier aussi les investisseurs de la première vague, si je puis dire, on a revalorisé la part de 250 à 400 euros. Et aujourd'hui, effectivement, grâce à Microinvest, on a la possibilité de porter une partie des parts et de faire participer déjà d'abord les premiers investisseurs du premier temps, qui était le premier tour de table qui a été fait. Et aujourd'hui, vous, si vous avez le souhait, je vois avec beaucoup qu'à la fin de mon speech, j'atteins exactement l'objectif de 50 000 euros. Donc je remercie d'abord tous ceux qui ont déjà fait confiance à la société. Voilà, je vous remercie. Bravo François, félicitations pour ce magnifique projet. Et donc, si je comprends bien, tu as créé la société en avril 2015. 14. En avril 2014, et en 1 an, tu es devenu numéro 1 mondial de ton secteur. Voilà, oui. En fait, c'est ça que tu expliques. C'est un très petit domaine. Oui. Est-ce qu'on peut en refaire 2 ou 3 comme ça tous les ans à Liège? C'est quand même sympa ce qu'il fait, hein? C'est pas mal son truc. Nous, on est d'accord. Tu sais que l'université de Leuven se targue d'avoir les spin-offs les plus actives, et elles ont exactement 40 personnes en moyenne par entreprise, depuis 30 ans qu'ils font ça. Et toi, en 1 an, tu fais 40 personnes. Crac, voilà. Plié, le mec. Eh ben, dis donc, chapeau. Hein. Il est balèze, le mec. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve qu'il est fantastique. Donc, je compte sur vous pour que le petit chiffre là en bas augmente et que vous disiez que vous trouvez que ça vaut la peine d'encourager François. Alors, j'imagine qu'on a quelques questions de la part des membres du jury. Si vous n'en avez pas, c'est que la présentation est parfaite. Hein. Effectivement, c'est assez correct. C'est des domaines où moi, je n'ai vraiment pas de connaissances. Donc, je suis un peu surpris. Pourquoi 50 000 euros de capital qui paraît assez ténu par rapport au 1,2 million qui vient d'être levé? Alors, il y a un certain nombre de raisons pour ça. C'est que, comme lors du premier tour de capital de François, lors de la création de l'entreprise, nous avions décidé ensemble de faire un tour de crowdfunding, il y a un certain nombre de droits dont les bénéficiaires, les investisseurs du premier tour au crowdfunding, il faut respecter ce droit de préemption qu'ils ont sur la possibilité de participer à l'augmentation de capital futur. Et la seule bonne manière pour nous de respecter ce droit de préemption, qui est donc le droit des personnes qui investissent aujourd'hui ou de celles qui ont investi il y a 1 an, c'est effectivement de relancer un tour de crowdfunding qui correspond à la portion du capital détenue par le grand public dans le crowd. Voilà. Gaëtan ? Oui, nous c'est
Félicitations François, c'est évidemment une société qu'on suit depuis le début, mais c'est pas si longtemps. Hein. Mitra c'est en 99, ici c'est beaucoup plus récent. Et effectivement une évolution très rapide. Tu faisais bien de le souligner, c'est aussi une gageure sans nom de convaincre aussi un donneur d'ordre comme IBA, qui est leader mondial dans la protonthérapie et les cyclotrons, qui sont aussi des investissements colossaux, et de parvenir à les convaincre, donc, outre le fait de racheter une société en Allemagne, c'était aussi, j'imagine, pas évident, parce que les procédures qualité chez IBA sont quand même tenues. Je connais aussi d'expérience, je suis administrateur dans une autre société qui travaille pour IBA à Liège, et je peux vous dire que c'est compliqué. Donc j'étais très très étonné de voir à quelle vitesse tu es rentré chez IBA, alors que dans une autre expérience c'est beaucoup plus long. Donc j'ai une question à poser par rapport à cela. Quelle a été finalement la qualité, c'est de la qualité du produit, j'imagine, qui a directement convaincu IBA, mais donc c'est pas mal d'en dire un peu plus par rapport à ça. Et alors la deuxième question, c'est effectivement on est dans une spin-off de l'ULG, cyclotron à l'ULG, etc., très très jeune, qui achète déjà son concurrent qui est beaucoup plus gros que lui, et donc ça se pose quand même la question de l'intégration et de parvenir à absorber une telle structure. C'est vrai que c'était une belle opportunité, on la soutient, hein, on a soutenu vraiment ce projet. C'est quand même particulier qu'une société de 6 qui est une spin-off de 2 ans achète son principal concurrent et devienne leader sur le marché. Mais donc, comment est-ce qu'en interne on perçoit cette intégration? Est-ce que tu avais l'air de dire que c'était assez facile, que vous avez déjà 350 000 € de commande, mais je pense que ce serait quand même beaucoup plus difficile que ça. Et quelle est la stratégie à ce niveau-là? Donc la première partie de la question, c'est en fait mon associé Daniel Bartolemi travaillait pour la société Retest. En fait, c'était son ancien employeur. Au cours de l'année 2013, on avait le souhait de créer cette société-là. On a d'ailleurs été les trouver pour voir s'ils ne voulaient pas investir avec nous, parce que non seulement d'être concurrents, mais on avait aussi une idée un peu différente, une approche un peu différente du marché. Et donc, fort de 12 ans d'expérience comme commercial pour Retest chez IBA, on a pu convaincre assez facilement IBA de continuer à travailler avec nous. Et force aussi de fait qu'on était une société belge parlant le français, proche de IBA, c'était quelque chose qui était un élément différenciateur important pour eux. Concernant la fusion, effectivement, fusion-acquisition, une jeune société, je pense qu'on peut plus parler de fusion que d'acquisition, parce que le challenge, il est énorme, on peut le voir. Je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur l'âge de la société, mais sur les expériences des personnes. Parce qu'effectivement, vous créez une société à 50 ans, on commence à zéro, mais les gens ont une expérience, un passé professionnel. Donc la société, quand on a voulu la créer, on a toujours eu un leitmotiv qui est de dire on veut engager des gens qui sont directement compétents et qui ont des années d'expérience et qui vont être autonomes. Donc c'est vrai que ce n'est pas... Quand vous avez le choix entre engager des juniors qui vous coûtent moins cher ou engager des seniors qui peuvent être beaucoup plus vite autonomes et qui peuvent amener une dynamique dans la société, on a fait ce choix de dire on veut créer une société et directement penser à sa croissance. Et donc pour ça, il faut engager des gens qui sont des professionnels, qui ont de l'expérience et qui savent effectivement où il faut aller, comment il faut aller. Ça, c'était un élément important. Alors effectivement, c'est le petit qui mange le grand. Bon, j'espère que la digestion se passera correctement, mais effectivement, il y a un challenge. La langue est un challenge, la culture est un challenge. Une société qui a 30 ans d'expérience, ça mérite le détour, il faut essayer. Je crois qu'il fallait le faire. Voilà. Bravo François. Est-ce oui? Moi j'ai un mot à ajouter. Donc d'abord, bravo François. Merci. Je crois qu'on s'est vu en 2013 pour ce projet. Oui. Et d'ailleurs, j'avais même envisagé un investissement. Tout à fait. On ne sait pas investir partout, mais je crois bien que chapeau, je le regrette un peu. Ceci dit... Tu sais quoi, François, tu peux prendre ton téléphone mobile. Autant que vous le sachiez. Et alors, tu as investi sur... Alors, bon, ta question, j'ai beaucoup aimé ta question parce que, tu as absorbé un de tes concurrents qui est devenu le manager là-bas. Est-ce qu'il est devenu un partenaire? Comment tu gérais cette association? Est-ce qu'il y a des gens chez toi qui sont sur place? Voilà. Est-ce que tu as mis en place de la gouvernance? Donc, parce que là, on parle de personnel. Tu as dû gérer 34 personnes. Donc, OK, il y a du chiffre d'affaires, 3,8 millions, mais il y a aussi à peu près 2,5 millions de charges.
Tout à fait. Et sans compter évidemment, tu as parlé de 2000 m², donc de l'infrastructure, etc. Bon. Donc tout ça, évidemment, j'imagine que tu comptes, je te connais. Et comment as-tu organisé l'intéressement de la personne et des personnes qui sont assez loin finalement de la maison mère? Je pense qu'on a eu beaucoup de chance, et parfois dans le business il faut avoir de la chance. D'abord, mon associé est germanophone, il vient de Eupen, donc la langue pour nous ça a été un problème qui a été assez vite résolu, puisque étant germanophone, et son ancien employeur qui connaissait depuis 12 ans, donc ça veut dire que déjà la culture d'entreprise il la connaissait, les gens à l'intérieur ils les connaissaient. Mais au-delà de ça, quand on a créé la société, on avait eu un autre actionnaire qui est aussi administrateur, qui en fait habite en Suisse, et a travaillé pour la société Retest également, et est maintenant le CEO 3 jours par semaine sur place. Donc dans notre conseil d'administration, c'est pour ça que je dis le business s'est fait assez naturellement, tout de suite il s'est proposé d'aller sur place pour pouvoir aider à mettre en place. Donc le conseil d'administration lui-même a trouvé la démarche très bien et a été rassuré qu'on rachète une société distante de 400 km, mais tout de suite on a quelqu'un qui est mis en place, qui connaît les gens, qui connaît le business et qui peut les aider. Ce n'est pas pour ça que les challenges ne sont pas énormes, évidemment, mais dire, dès le début, on a pu mettre. Alors, par rapport au passé, les deux fondateurs, ou en tout cas, ça a été créé par un père qui a légué la société à ses deux fils. Il se fait qu'effectivement, il y a eu une conséquence, une succession de différents événements négatifs, dont une diversification dans un domaine très spécifique qui est les PET scanners pour animaux. Il s'est avéré que cet investissement-là, très lourd, s'est avéré absolument non rentable et la société est tombée en insolvabilité. Les règles allemandes sont très strictes, donc à un moment, ils ont dû se déclarer en insolvabilité, mais les choix stratégiques de R&D qu'ils ont faits étaient mauvais. Donc c'est pour ça qu'en coupant une partie de l'activité, parce qu'on ne l'a pas repris, on a coupé cette partie d'activité et on s'est concentré sur ce qu'on faisait. Et moi, la parole avait été avec les deux actionnaires ou les deux propriétaires de la société, c'est de dire oui, il y a un futur pour vous. Donc on va vous engager. Comprenez maintenant qu'on ne peut pas vous remettre à la position que vous étiez, ni au salaire que vous étiez. C'était votre société, ce n'est plus votre société. Donc vous allez prendre une place. Mais dans tout le processus qui a duré à peu près 3 mois de rachat, avoir ces deux personnes-là qui nous aident, qui nous supportent par rapport à des concurrents qui voulaient aussi racheter, leur promettre un avenir, était quelque chose qui nous a aidés. Et donc effectivement, aujourd'hui, ils sont toujours de la société. Maintenant, ils ont aussi, comme toute personne, tout manager, des objectifs, ils doivent tenir, qu'ils doivent remplir et avoir cette attitude. Il y en a un qui réagit très positivement. J'ai du mal parfois à croire de la rigueur allemande, je pense qu'elle n'est pas descendue, ils sont plus proches de l'Italie que du nord de l'Allemagne, mais bon, il y a des choses sur lesquelles effectivement leur attitude est positive parce que bien ils ont vécu une faillite et on sait bien qu'un entrepreneur qui a vécu une faillite, il est plus redoutable après parce qu'il a vécu ça. Est-ce que tu as mis en place un système d'intéressement type Warrant? Tout à fait, oui. Donc au départ, ils voulaient investir personnellement, et puis quand ils sont dans une situation un petit peu difficile personnellement, parce qu'une faillite en Allemagne, en fait, peut aller jusqu'à une faillite personnelle. Ah oui, je sais. Donc, on a proposé effectivement... L'individu est responsable, il ne peut pas se targuer d'avoir une structure, type SPRL ou autre. C'est l'individu qui est responsable. Tout à fait. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça vous dit qu'ici en Belgique, en tant qu'entrepreneur, on est mieux protégé. En Allemagne, effectivement, on est très exposé. Alors, écoutez, la régie me fait signe qu'on prend beaucoup de temps, parce qu'on se passionne beaucoup pour le dossier de François. Je propose que, par respect pour le grand public, on voit si Haroun a une question qui vient du grand public, et puis on va passer au dernier candidat de la soirée, qui est un petit peu plus anxieux, parce que c'est la première fois qu'il se présente en public. Haroun, est-ce que tu as la question qui te semble la plus remarquable qui sort du public? Non, la majorité des questions ont été répondues par le jury. Donc, ok, je comprends très bien. Alors, mesdames et messieurs, dans un cas comme celui-ci, je propose qu'on fasse quelque chose d'important. Quand un gars devient champion du monde à la boxe, on prend sa main et on monte son poing comme ça et la foule applaudit, parce que lui, c'est le nouveau champion du monde de Liège. Bravo François.